Pour moi, vraiment, le gros intérêt est d'ordre environnemental par rapport à ça, c'est-à-dire que tout ce qui est terre crue dans un bâtiment aujourd'hui peut être complètement démonté dans 100 ans, remouillé et réutilisé. Et ça, c'est, je vais pas dire de bêtises, mais le seul matériau qui permet de faire ça aujourd'hui. Le sol en terre, il se mérite. C'est pas fait pour tout le monde. On va être très très clair. Moi, je suis pas là pour vendre des sols en terre et que les gens ils soient pas contents après. Pour moi, je le rentre dans la catégorie, on va dire, des planchers bois en bois tendre, des sapins ou des pins. C'est un sol qui va marquer au poinçonnement. Donc, si tu fais tomber un marteau pile poil d'1,50 m, faut pas se leurrer, t'auras la marque de ton marteau, de la tête du marteau dans le sol. Il s'agit pas non plus de rentrer en talon aiguille. Voilà. C'est pour les personnes qui sont prêtes à pas rentrer en chaussures chez eux, c'est le meilleur moyen de vivre avec. La penduline est un oiseau. Donc l'oiseau construit un nid en forme de cocon suspendu. Voilà. Et elle utilise essentiellement de la fibre végétale. Pour moi, c'est un très beau nid qui est douillet, qui est enrobant, qui est chaleureux. Et moi, c'est ce à quoi j'aspire. J'aimerais que tout le monde ait aujourd'hui la chance d'avoir, que ce soit en appartement, que ce soit en maison, mais avoir un cocon dans lequel il se sent bien et dans lequel il est aussi en sécurité, dans lequel il s'empoisonne pas. Et voilà, donc la penduline, c'est ça. Bienvenue dans La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Avant de démarrer, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est le meilleur moyen pour soutenir le podcast et propager ses contenus au plus grand nombre. Je compte sur vous, bon épisode. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, mais aussi un lieu d'inspiration et de ressources, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'Alice Renaud. Alice travaille les matériaux bio et géosourcés avec une affection particulière pour la terre crue. Formée aux techniques de maçonnerie pour le bâti ancien, elle accompagne aujourd'hui les personnes désireuses de mettre en œuvre des matériaux sains et écologiques dans leurs habitats. Cet entretien avec Alice vous est présenté en 2 parties. Dans cette première partie, elle raconte son parcours et comment est venue sa passion pour la terre crue. Elle nous explique ensuite les spécificités de ce matériau, les étapes de réalisation d'une dalle en terre et les précautions à connaître pour une bonne mise en œuvre. Dans la seconde partie, à découvrir dans le prochain épisode, Alice nous partage l'autoconstruction de sa maison en bois terre-paille, un projet entamé il y a 10 ans et qu'elle poursuit aujourd'hui avec plaisir. Un grand merci à Alice pour cet entretien passionnant. Je vous souhaite un très bon épisode. Bonjour Alice, bienvenue dans La Case Robinson. Bonjour François-Xavier, tu vas bien ? Très bien, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. On va parler ensemble de bâtis anciens, de matériaux bio et géosourcés, comme la terre crue, la chaux, le chanvre, qui sont des matériaux que tu manipules et que tu affectionnes particulièrement. On va aussi parler de tes activités, puisque tu es artisane maçonne, donc tu vas nous raconter comment tu travailles sur tes chantiers et comment tu accompagnes aussi tes clients. Et pour la petite histoire, c'est Franck Debouté qui est venu il y a quelques semaines sur le podcast, qui nous a mis en relation. Il m'a dit, il faut absolument que tu parles avec Alice. Donc, merci d'avoir accepté mon invitation. Et c'est parti. Merci de m'avoir invité. Et je vais essayer d'être moins bavarde que mon ami Franck, qui est une pipelette, n'est-ce pas ? On va essayer de faire plus court. C'est vrai qu'on a fait 2 épisodes parce que la discussion est riche et intense. C'était très chouette. Donc, pour commencer, peut-être, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de travailler dans le domaine de l'éco-construction ? Est-ce que tu te souviens d'une prise de conscience particulière qui t'a poussé dans cette voie ? Alors moi, ça commence à faire longtemps. Alors c'est pas mon domaine de base, on va dire, par rapport à mon cursus scolaire, école, le bac, les études. Et j'ai eu un autre métier avant. Donc en fait, moi j'ai fait des études en géographie physique et notamment hydrologie. Donc après, j'ai intégré la fonction publique où j'étais ingénieure territoriale et je travaillais sur les cours d'eau. Donc ça, c'était quand j'étais encore une jeune adulte. Donc j'avais déjà quand même une conscience environnementale assez forte, je pense, à cette époque-là, plus autour de la problématique de l'eau, mais du coup, j'étais sensibilisée à certains sujets. Ensuite, j'ai acheté ma première maison à Retapé, donc une vieille maison auvergnate de 1784, pour laquelle j'ai eu la chance qu'elle n'ait pas été trop rénovée, donc elle n'a pas été trop maltraitée dans sa vie. Il y avait juste un peu de ciment sur une pièce, mais voilà, je m'en suis vite occupée.
Et quand j'ai acheté cette maison-là, en fait, moi, j'y connaissais rien du tout en bâtiment. J'avais vu mes parents retaper aussi leur vieille maison, mais en classique, hein, laine de verre, placo, ce que moi j'imaginais était la solution normale de rénovation d'un bâti ancien. Et j'étais seule pour cette rénovation et donc du coup j'ai commencé à me renseigner parce que je m'étais lancé le défi de le faire moi-même en fait. À cette époque-là, j'ai démissionné de mon poste de fonctionnaire. Voilà, pour des tas de raisons, ça me convenait plus et je savais que c'était pas la suite que je voulais pour la vie. Donc je m'étais dit je vais auto-rénover. Donc on est dans les années 2006. Donc autant dire qu'au niveau littérature, on était un peu limité quand même par rapport à ce qui existe aujourd'hui où c'est pas possible de pas être informé et pas avoir de connaissances. Il y avait pas des réseaux sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Il y avait pas une littérature sur internet qui était aussi disponible. Donc à l'époque, la seule chose sur laquelle j'ai trouvé des infos, c'était le forum de Système D, que j'ai découvert parce que ma mère à l'époque était abonnée au magazine Système D en papier. Et alors c'est là que j'ai découvert pour la première fois la chaux, le chaud-chanvre et les techniques de rénovation qui ouvraient un monde totalement différent par rapport au doublage, ossature, remplissage d'une laine et d'une plaque de plâtre, quoi. Et alors là, gros déclic, parce que voilà, comme je dis, c'était un nouveau monde, donc de là j'ai je pense acheter tous les livres qui pouvaient exister, qui étaient disponibles à l'époque. J'ai commencé à chercher à me former. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je suis en Auvergne. Pour resituer, en 2006, je ne trouvais aucun sac de chaux, je trouvais pas de chaux chez aucun revendeur de matériaux. Voilà, ça n'existait pas. Quand j'allais en demander, alors en plus en étant une femme qui va en plus demander de la chaux, c'était des grands yeux ouverts. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec? J'avais contacté quelques maçons locaux, alors là qui m'ont dit non mais ça tiendra jamais, il faut que tu mettes du ciment. Du coup, voilà. Donc les débuts, je me suis dit quand même, ça a attisé ma curiosité parce que je me suis dit c'est pas possible. Il y a quand même des gens quelque part en France qui en parlent. Il y avait déjà des régions quand même qui sont encore celles d'aujourd'hui, qui sont peut-être les plus dynamiques sur ces techniques-là, en Ariège, en Ardèche, en Bretagne. Je me suis dit, il y a des gens la Dordogne aussi, qui font des choses. Faut aller voir ce qui se fait. Moi, j'étais pas pressée. J'habitais sur mon chantier, voilà. J'étais seule, j'avais pas de contrainte de dire, faut que ce soit propre, faut que ce soit beau. C'était pas grave, quoi. Tant que j'avais un peu d'eau et une prise électrique, ça suffisait. Et c'est là que j'ai commencé à aller me former à l'écocentre du Périgord en Dordogne. Et donc là-bas, j'ai été me former sur la chaux et sur le chaud-chanvre. Donc on est pareil autour de 2006-2007. Et c'est aussi là-bas que j'ai découvert la terre. Voilà. Mon premier amour, c'était la chaux et voilà, ça a vite basculé terre. Qu'est-ce qui t'a poussé à persévérer, on va dire, dans cette dynamique de l'éco-construction? Parce que là, tu le disais, tu as eu quand même pas mal d'obstacles dès le début. Dans ta région, tu n'avais pas forcément de soutien ou des contacts pour te dire, voilà ce qu'il faut utiliser comme matériaux et puis voilà comment il faut faire. Pourquoi tu as eu envie de dire non, mais c'est quand même important, j'ai envie de surmonter ces obstacles qui étaient encore plus nombreux à l'époque pour quand même continuer? À travers les lectures, et je pense que j'avais quand même cette intuition profonde qu'il y a certaines techniques qui étaient vraiment mauvaises pour les bâtis et les bâtis anciens. Ça, j'ai très vite compris, j'ai dit, il y a un problème. Et comme je dis, j'ai vu, moi, mes parents rénover, alors une vieille, pour coup, une maison normande, bâtie en terre, avec des plafonds terre, donc j'ai pu vivre l'inconfort perpétuel de cette maison en bord de mer avec 85% d'humidité et mal rénovée, il faut dire ce qui est, qui n'étaient pas des techniques qui étaient adaptées pour assurer le confort des gens. Donc moi, j'ai vécu dans cette atmosphère-là, ce qui fait que je suis descendue plus au sud, d'où l'Auvergne. Et je me suis dit, voilà, j'ai très vite compris qu'il y avait un lien fondamental avec le confort de vie dans le logement. J'ai aussi, voilà, cette culture familiale de plein de gens qui étaient dans des bâtis anciens, qui se plaignaient de l'inconfort, vraiment, d'avoir froid l'hiver, d'avoir froid aux pieds, que c'était humide. Et je me suis dit, c'est obligé, c'est pas une fatalité, en fait. C'était pas possible que ce soit une fatalité. Et de par moi, mon cursus d'avant et tout, j'étais quand même aussi sensibilisée assez tôt aux problèmes de pollution de l'air et de la qualité de l'air. Et là, j'ai aussi, même s'il y avait moins de documentation que ce qu'on connaît aujourd'hui, vite compris qu'il y avait un lien avec les matériaux qu'on allait mettre dans son logement et l'environnement qu'on allait se créer. Alors comme je dis pareil, à cette époque-là, j'avais pas encore d'enfants et tout ça, mais cette maison, la première, quand je l'ai rénovée, c'était dans l'idée, et j'étais déjà dans l'intention qu'un jour, peut-être, il y aurait une famille et il y aurait aussi des enfants dedans. Et pour moi, c'était fondamental
d'y introduire le moins de polluants possible si je pouvais faire autrement. Et après évidemment, il y avait tout le côté, alors moi il y avait quand même le côté challengeant quand même, comme je dis, parce que moi je trouvais ça fascinant de partir, d'un caillou dans une carrière et d'en faire, voilà, de monter des murs, d'en faire des enduits, de faire des magnifiques peintures, des patines et je me suis dit: «C'est quand même, c'est incroyable, quoi». Sur ce sujet de la qualité de l'air, je le cite pour les personnes qui nous écoutent si elles veulent approfondir la thématique. J'ai reçu Sophie Frein, qui est conseillère médicale en qualité de l'air sur le podcast, donc vous pouvez aller voir aussi et écouter son retour d'expérience sur ces sujets très importants de la qualité de l'air dans l'habitat, qui est encore un petit peu pas sous-estimé, mais pas suffisamment mis en avant dans l'information générale, on va dire. Non, 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 je crois pas. Moi, je vois par rapport à d'autres pays étrangers qui ont vraiment pris le problème à plus bras le corps, hein, les pays nordiques, même l'Allemagne, très peu de gens sont réellement c'est invisible, en fait. C'est invisible donc voilà, c'est toujours plus difficile de communiquer sur quelque chose qui se voit pas. Moi, pour maintenant avoir quelques capteurs et des fois venir chez des gens et mettre des capteurs, déjà quand il y a un capteur et qu'il montre un chiffre, peut-être avec un code couleur, déjà le code rouge qui montre qu'on a dépassé le seuil, où on dit que c'est le seuil qui est sain si tu dois y rester de longues heures consécutives. Le fait d'avoir un chiffre et un visuel permet de se dire: «Ah ouais, mais en fait, il y a quand même quelque chose, quoi». Et c'est après, c'est en discutant aussi avec les gens qu'on peut se rendre compte comment dire? Qu'ils avaient pu peut-être des fois minimiser des symptômes qu'ils avaient. Dans le sens peut-être des fois un peu mal de tête au réveil ou des petits problèmes de concentration, heu ou des enfants aussi qui se plaignaient des fois d'un mal de tête et on se dit: «Il a trop lu, il a trop regardé les écrans», mais en fait, des fois, c'est juste un problème de CO2, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits capteurs, moi j'en ai un sur mon bureau là qui mesure le taux de CO2, c'est assez simple et très accessible et ça permet déjà de piloter un petit peu. Et on voit très bien, dès qu'on ferme la fenêtre, Ouais, le taux de CO2 il monte très très vite. vite. À l'extérieur, on est autour de 400-500 ppm généralement en CO2 et dès qu'on ferme une fenêtre, si c'est pas renouvelé suffisamment, on peut monter à 800, 900. Et de manière prolongée, effectivement, ça peut créer des maux de tête et des choses plus graves ensuite. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter du coup un petit peu les activités que tu as aujourd'hui par rapport à ces sujets et aux formations que tu as pu faire? Donc du coup, je me suis après ma rénovation, même en cours, j'ai entamé ma reconversion professionnelle, donc j'ai passé, plusieurs diplômes du bâtiment. J'ai mon CAP de maçonnerie du bâti ancien, j'ai passé un titre pro de coordinateur en rénovation énergétique et biosourcée. Après cette phase de reconversion, on va dire diplômante, j'ai intégré différentes entreprises où j'ai été salariée. J'ai été ouvrière du bâtiment en maçonnerie du bâti ancien, entre autres. Il s'est trouvé que, voilà, la fin a été un peu, brutale parce que mon dernier employeur, j'ai dû, l'amener au prud'homme et de là, j'ai dit: «Bon, le salariat, en entreprise, du bâtiment, je vais plus le faire». Alors pareil, hein, on est dans les années, on est autour de quoi là? 2011, donc il y a 15 ans, une femme dans le bâtiment, c'était encore autre chose qu'aujourd'hui où maintenant on est de plus en plus à communiquer et on va dire que via la filière, éco-construction, hem, qui pour moi a une plus grande ouverture pour accueillir, les femmes sur les chantiers, voilà, les gens s'habituent un peu plus à avoir, des femmes en BTP. Ensuite, j'ai été artisane, à mon compte. Donc en ce que moi j'appelais éco-maçon, parce que clairement, quand bien même j'avais, les compétences pour faire, du béton, des bétons armés, moi c'est pas des choses qui m'intéressaient. Donc j'ai toujours travaillé qu'avec la chaux, et la terre. Exceptionnellement un peu de ciment, mais quand vraiment l'usage, est nécessaire par rapport aux propriétés qu'il apporte. Et du coup voilà, donc ça c'est toute la période où j'ai été, voilà 100 artisane. Alors il s'est trouvé qu'ensuite j'ai eu des enfants. J'ai continué l'artisanat, quelque temps et en fait, j'ai arrêté. J'ai fait une pause parce que j'avais besoin, moi, d'être plus focus sur mon rôle de mère et de moins m'épuiser sur les chantiers parce que, ça, c'est aussi quand même, une réalité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, être sur les chantiers, par, toutes les saisons. D'ailleurs, je pense à tous ceux qui y sont en ce moment, par ces grosses chaleurs, c'est juste, voilà, compliqué et assez horrible. Donc du coup, j'ai fait, cette pause. Et aussi, ce qui m'a poussée aussi à m'arrêter, c'est que donc du coup, moi, je suis en Auvergne, et dans le Cantal, on va dire que la demande était
et elle l'est toujours pas, hein, très, très forte sur tout ce qui est lié aux écomatériaux et aux techniques, séculaires, traditionnelles, on va dire. Donc toute la période où j'ai été artisane, j'ai quand même, majoritairement travaillé en déplacement, dans toute la France et pas forcément localement. Donc ce que je pouvais faire avant d'avoir une vie de famille, mais pour moi qui était pas du tout compatible, avec le fait d'avoir des enfants en bas âge, en fait. Et ensuite donc je me suis réinstallée, quelques années après et là, voyant comment les choses évoluaient, comment le marché évoluait, comment, ce dont avaient besoin les gens, je me suis installée où j'ai plus de statut d'artisane, je suis assimilée travailleuse indépendante et je fais de l'accompagnement aux autoconstructeurs ou autorénovateurs. Donc du coup, ça va de la phase de conseil au départ, ça peut être juste du conseil et de l'accompagnement sur un choix de stratégie, sur, comment isoler, quel matériaux mettre en œuvre, des études de devis qu'ils peuvent recevoir quand ils hésitent parce que, beaucoup de gens ont aujourd'hui peur de se faire un peu arnaquer ou de pas avoir le devis, ou qu'on peur de pas comprendre le devis et réellement ce qu'ils comprend. Donc du coup, de faire tout cet accompagnement-là. Et j'ai toute une autre partie d'accompagnement qui est là sur chantier. Alors soit juste pour l'autorénovateur ou l'autoconstructeur, voilà, qui veut apprendre une technique. Donc moi, je viens sur place, je lui transmets la technique. Donc pour la durée, ça dépend de lui, de ce dont il a envie, au bout de combien de temps il se sent en capacité d'être autonome et d'avoir confiance en lui, pour les mises en œuvre. Ou alors, ce qui se fait quand même de plus en plus et sur lequel j'ai plus de demandes, c'est en accompagnement de chantier participatif, où je viens en tant qu'encadrante technique. Donc, d'une part, pour la transmission aux propriétaires et aussi pour l'encadrement de l'équipe de bénévoles qui peut venir aider. Sachant que c'est souvent quand même des gens qui ont aussi à côté peut-être un projet à venir pour eux. Donc, c'est aussi important dans le cadre de ces chantiers de transmettre ce que pourraient être les points de friction, les difficultés, ce qu'il faut anticiper. Moi, dans le gros de ma clientèle aujourd'hui, j'ai quand même aussi beaucoup de gens qui me téléphonent, mais quand ils sont déjà, je vais pas dire un gros mot, mais qui sont déjà dans la mouise en fait, parce qu'il y a eu une erreur de conception à un moment, une erreur de mise en œuvre ou un mauvais conseil qui a induit quelque chose qui allait pas et où il faut du coup retrouver une solution, s'adapter, continuer à avancer et faire avec ce qu'on a en fait, hein, que ce soit sur une construction neuve ou une rénovation. Donc ça, c'est la partie, donc j'ai dit voilà, l'accompagnement, les conseils, les consultations. J'ai une partie en formation. Donc là, soit sur site, moi dans le Cantal, soit sur des journées, soit à la semaine, selon les thèmes. Soit à la demande, ça peut être aussi via des structures porteuses qui ont besoin d'un intervenant et d'un formateur sur certaines techniques, ou juste une sensibilisation, hein, notamment, on en parlait tout à l'heure, sur moi la terre qui est mon matériau de prédilection, avant la chaux, parce que maintenant ça a changé. C'était la chaux en premier, mais voilà. Et après, une autre casquette que j'ai, mais dont je fais pas la grosse activité, je suis aussi auditrice énergétique dans le cadre des ventes immobilières ou éventuellement de feu ma prime rénov pour le moment. Voilà. Mais c'est essentiellement pour des gens qui me connaissent des fois à travers les réseaux sociaux ou autres et qui veulent déjà construire un projet de rénovation, comment dire, le plus pertinent possible avec certains matériaux et du coup qui des fois localement trouvent pas l'interlocuteur qu'il faut pour les aider dans cet audit énergétique de manière à faire en sorte qu'ils rentrent dans les cases de ce qu'ils auraient besoin après en fait. Sur l'aspect chantier participatif, aussi sur ce sujet, j'ai reçu Cédric du réseau Twiza, qui voilà un des fondateurs du réseau. Et c'est vrai que c'est un très bon moyen pour les personnes de découvrir des matériaux, de participer à un chantier dans un cadre sympa, et voilà d'avoir un transfert de compétences pour justement pouvoir appréhender comment ça pourrait se passer pour son propre chantier plus tard. Donc je recommande aux personnes qui sont dans cette démarche-là d'aller voir aussi le réseau Twiza et puis de s'intéresser au chantier participatif. C'est aussi un des premiers conseils que je donnerais à quelqu'un qui sait pas encore, ça ferait peut-être partie d'une question plus tard, mais quelqu'un qui sait pas forcément encore ou quelqu'un qui croit peut-être même, parce que voilà, il y a ça aussi, le fait de croire qu'on sait ce qu'on veut,
On est quand même très influencés aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est tous très, très influencés. Les magazines, les livres, alors les réseaux sociaux visuels, Pinterest, Instagram, qui fait miroiter, qui fait croire qu'on pourrait avoir envie de ça, parce qu'on trouve ça beau chez l'autre, mais quand on s'est confronté à 1 ou 2 journées sur un chantier, on peut avoir cette prise de conscience et se dire qu'en fait, que c'est peut-être pas sous cette forme ou comme ça que c'est adapté à soi. Ouais, bon, on va parler un petit peu des contraintes de chantier, de mise en œuvre, notamment avec des matériaux biosourcés comme la terre. Il y a quand même des choses à savoir sur des temporalités qui sont Bon. différentes par rapport à d'autres revêtements, donc c'est important de le savoir. Je reviens juste sur un point que tu disais, dans le Cantal, il n'y a pas beaucoup encore de conscience, on va dire, sur l'éco-construction. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas un tissu de bâtis anciens très important et du coup c'est surtout de la construction un peu récente, post Seconde Guerre, donc béton, etc. Ou c'est peut-être plus culturel? Pourquoi tu as fait ce constat? Alors on a un gros tissu de bâti ancien, hein. On est quand même, on est pour le coup nous sur quand même des terres volcaniques, donc clairement on a des grosses constructions en pierre massive, hein. Bah, pour te donner une idée, moi sur ma maison, mes murs périphériques font 1,20 m. Voilà, ils construisaient lourd. Tu vois, ça tenait parce qu'on a des grosses pierres aussi. Donc il y a un gros patrimoine. Il y a un gros patrimoine à ce niveau-là, que ce soit sur de la maison d'habitation, que ce soit sur du petit patrimoine, des fontaines, des fours à pain. Après, c'est toujours compliqué à dire. Le problème de prise de conscience, alors on n'est pas un territoire où on est beaucoup. On n'est pas un territoire très peuplé non plus, tu vois. Donc on n'est pas non plus un territoire sur lequel il y a forcément un gros brassage ou renouvellement de population comme d'autres régions, je sais pas, comme la Bretagne, l'Ardèche, l'Ariège, même le Pays Basque peuvent peut-être connaître plus d'affluence. Et après, je pense qu'il y a un manque je vais pas dire de connaissances ou de formation, mais des professionnels quand même un peu. Alors ils sont formés dans une méthode et sur un chemin, tu vois, mais pas forcément. C'est encore ce qu'on appellerait l'ancienne génération entre guillemets. Mais cela dit, même les nouveaux qui s'installent, moi pour parler avec d'autres jeunes maçons ou autres, sont issus de formations maçon, BTP. Bah, moi, celle que j'ai faite, c'est maçon de bâti ancien. Voilà. J'avais trouvé à l'époque une spécialité Mm. sur ça, parce qu'à l'époque, maçon terre, qui existe aujourd'hui, n'existait pas. Mais du coup, voilà, béton, ferraillage, faire des dalles béton, faire des toupies. Donc il y a la réalité de la connaissance et de savoir qu'on peut faire autrement, d'avoir confiance dans le comment faire autrement. Après, il y a aussi tout ce qui enrobe, tout ce qui peut être les peurs, hein, parce que dès qu'on travaille sur des matériaux un peu plus vivants, je vais dire, il peut y avoir aussi un peu plus de surprises dans les semaines et dans les mois qui traînent, ce qui veut dire que c'est un autre engagement en termes de suivi et de service client. Ce qui implique aussi d'être un peu pédagogue avant, voilà, d'expliquer que des fois, une mini fissure qui sort sur un enduit sur lequel il y a eu un badigeon, c'est pas très très grave et peut-être qu'il faut juste l'accepter et pas mettre un procès aux fesses de l'artisan. Et donc il peut y avoir cette peur de l'artisan, comme on est quand même aussi dans une société qui est comment dire, peut-être de plus en plus procédurière, la peur de pas avoir un matériau fini stable et qu'on le rappelle après et que ça lui engage son assurance, que ça lui engage une surcharge mentale, sachant que tout bon artisan aujourd'hui, la réalité c'est qu'il a des carnets de commandes quand même bien remplis, hein. Plein de gens on parle de la crise et tout, mais les bons artisans ils sont pas dans la crise et ils peuvent pas forcément, de par la masse de demandes, se dire en plus qu'il va falloir gérer de l'après-vente pendant 6-12 mois pour aller réparer un petit truc, qui n'ont pas forcément non plus le temps et l'énergie pour faire beaucoup de pédagogie, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de faire de la pédagogie. Des fois, voilà, c'est aussi des questions de personnalité et puis comme je dis, de surcharge de travail. Voilà, une petite entreprise d'artisans aujourd'hui, même qui a une petite équipe d'ouvriers, je le sais, je lui étais et encore moi j'ai jamais voulu avoir de salariés, mais voilà, il y a une telle pression administrative, sans parler des devis, mais juste qui satellite autour, qui fait que c'est de plus en plus aussi difficile de faire que son métier sur chantier en fait. Il y a tout ce qui va d'autre autour, tout ce qu'il y a d'autre autour en fait. Et après, c'est l'œuf et la poule, parce que s'il n'y a pas forcément de demande, les fournisseurs de matériaux ne rendent pas les matériaux. Moi aujourd'hui, ça s'est un peu arrangé. Bon, j'utilise presque plus de chaux, donc je vois moins le problème, mais je vois bien quand je vais discuter moi chez
des revendeurs, et maintenant que je connais, c'est qu'ils rendent pas des palettes comme des palettes de chaux. Éventuellement, s'il y a une demande, mais quelqu'un qui aurait besoin que de 3-4 sacs, il n'est pas garanti de trouver ce qu'il lui faut, quoi. Donc il y a l'accès aux matériaux. Donc l'accès aux matériaux est plus difficile, ou alors il faut le faire venir de plus loin. Donc ça fait des points de friction aussi. On est un département qui est très découpé par vallée, on va dire. Et l'architecture est aussi très différente entre le nord Cantal, qui est vraiment plus sur un esprit montagnard, et déjà le sud Cantal, qui est plus proche de l'Aveyron, plus proche du sud, et qui a aussi une autre dynamique, où là il y a plus, c'est là où on a l'association départementale d'éco-construction, elle est sur le sud Cantal, et où là, il y a une dynamique, avec plus de jeunes arrivants, et qui amène ces demandes-là et ces questionnements. Tu parlais de pédagogie. Toi, la pédagogie, il me semble que ça te plaît, parce que tu en fais pas mal, notamment aussi sur les réseaux. Et sur les réseaux, tu utilises un nom qui est la penduline. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi ce nom? La penduline. Alors, mon conjoint est photographe animalier. Alors, c'est ce qui fait qu'on connaît l'oiseau, parce que tout le monde ne connaît pas l'oiseau. Donc, la penduline est un oiseau, un petit passereau. Donc, l'oiseau construit un nid en forme de cocon suspendu. Voilà. Et elle utilise essentiellement de la fibre végétale. Donc, pour moi, c'est un très beau nid, qui est douillet, qui est enrobant, qui est chaleureux. Et, et moi, c'est ce à quoi j'aspire. J'aimerais que tout le monde ait aujourd'hui la chance d'avoir, que ce soit en appartement, que ce soit en maison, mais avoir un cocon euh, dans lequel il se sent bien et dans lequel il est aussi en sécurité, dans lequel il s'empoisonne pas. Et voilà, donc la penduline, c'est ça. À la base, j'ai toujours, quand j'ai cherché mon nom, cherché un animal bâtisseur. Alors il y en a plein de connus, mais je voulais un animal autochtone de chez nous. Je voulais pas prendre un animal bâtisseur de l'autre bout de la planète. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé la penduline. Excellent. On va parler un petit peu des matériaux justement que tu affectionnes, si tu veux bien. Tu as parlé de la chaux et de la terre. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter ceux que tu utilises le plus et pourquoi ils sont particulièrement intéressants selon toi dans le bâti? Alors aujourd'hui, clairement, alors que ce soit pour moi à titre personnel ou que ce soit pour mes clients, et c'est en général pour ça qu'on me contacte aussi, celui que j'utilise le plus, ce sera la terre. Clairement, maintenant, c'est ça. Et la terre associée à différentes fibres, majoritairement végétales, voilà, et des charges minérales, mais voilà, j'aime bien explorer tout ce qui peut se faire avec le végétal, donc les différentes pailles, du chanvre, du blé, du miscanthus, tout ce qui peut être aussi autour d'un recyclage, donc ça peut être aussi avec du papier. Et moi, j'aime bien explorer et travailler la terre. Alors déjà parce que c'est un matériau où moi, en tant qu'artisane qui met les mains dans la pâte, voilà. Et c'est ce que disent beaucoup de gens qui ont encore jamais essayé quand ils viennent et qui ont commencé à essayer. Voilà, il y a quelque chose quand même de très très satisfaisant. C'est des applications qui, voilà, on peut vite se retrouver dans un état méditatif finalement quand on travaille ces matériaux. Moi qui m'intéresse beaucoup, notamment quand je suis sur des chantiers participatifs, où moi j'ai quand même les warnings sécurité qui sont en place. Donc clairement, encadrer un chantier avec de la chaux, c'est pas du tout la même chose qu'encadrer un chantier avec de la terre. J'aime le côté aussi intergénérationnel. Donc sur un chantier, on peut avoir des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. Tout le monde trouvera sa place et tout le monde peut travailler en même temps. Et quand il s'agit d'un projet d'habitat, alors surtout quand on auto-rénove, même si c'est pas auto-rénove ou auto-construit, alors après c'est pas forcément une autoconstruction, une rénovation totale, hein, ça peut être juste partiel où on se dit qu'on va garder certains postes pour soi. Et quand il y a des enfants, moi je trouve ça intéressant qu'ils puissent participer à la création de leur lieu de vie et peut-être qu'un jour ils hériteront aussi de ce lieu de vie, donc ils auront aussi cette mémoire de comment l'entretenir, savoir comment il était fait. Donc la terre, c'est ce que j'utilise le plus avec les fibres. Donc voilà. Et juste pour la chaux, pour informer aussi les personnes qui nous écoutent, qui seraient pas forcément sachantes sur le sujet, pourquoi la chaux présente certains risques dans son utilisation? Est-ce que tu peux Alors nous la présenter? chaux, si on parle juste sécurité, lors de la mise en œuvre pour les humains, les plus gros risques avec tout ce qui peut être lié à la brûlure, donc brûlure cutanée, si on se met les mains dedans, si
la blessure la plus fréquente, c'est les gens qui me disent: «On a mis des gants». Oui, mais qui ont pas fait attention, que la chaux a pu un peu rentrer là sur ce bord du gant. Et il faut savoir que c'est un peu vicieux la chaux parce qu'on va pas s'en rendre compte tout de suite en fait. Il va y avoir le frottement, on est dans l'activité, on travaille. Dans les gants étanches, on peut avoir une tendance à transpirer, c'est humide et tout ça, ça se frotte et à la fin de la journée, on prend sa douche et on est brûlé au 2e degré, aux zones de friction ou à l'intérieur. S'il y a eu un grain de sable qui a un peu frotté, ben ça commence à trouer les doigts. Donc il y a tout ce qui est lié à la brûlure cutanée. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la projection dans les yeux. Alors ça, c'est très très douloureux. Donc ça veut dire travailler avec des lunettes. Moi qui l'utilise depuis fort longtemps, je suis allée quand même 2 fois aux urgences pour ça et 2 fois j'avais les lunettes, hein. Donc parce que ça, à part vraiment avoir le masque intégral qui garantit, mais ça peut passer aussi à côté. Donc ça nécessite voilà, des équipements de protection individuelle qui sont plus importants et quand on n'est pas du métier, qu'on vient juste pour découvrir une journée ou donner un coup de main à quelqu'un de sa famille, on n'a pas forcément envie, par 40 degrés, de commencer à de mettre tout l'attirail, quoi. Donc voilà, c'est en ça où c'est pour moi plus délicat, sur de l'accompagnement avec des personnes volontaires qui veulent aider, mais qui sont inexpérimentées. Et le but, c'est que personne se blesse et qu'on prenne du plaisir quand même. Et alors pour le coup, la terre crue a peu de risques et a pas ces contraintes-là. Toi, comment tu l'utilises la terre crue? Est-ce que tu peux peut-être nous lister un petit peu les différents modalités de mise en œuvre, enfin support, est-ce que c'est en enduit, en sol? Je sais que tu fais des dalles aussi en terre et ça c'est assez original on va dire. Donc si tu veux développer. La terre, comment je l'utilise? Alors on va faire méthodique pour rien oublier. Je vais partir du sol au plafond. Bah, je l'utilise en sol, je l'utilise en mur, je l'utilise au plafond. Je l'utilise partout où elle sera pas soumise à écoulement d'eau et je vais pas l'utiliser sur une façade extérieure qui est soumise à des précipitations et des vents horizontaux. Voilà. C'est le seul endroit où je vais pas l'utiliser, grosso modo. Alors évidemment, je vais pas l'utiliser, je vais pas enduire du plastique ou du verre avec non plus. Après sinon je l'utilise partout, donc soit sur de la maçonnerie pierre, sur des briques, sur des murs végétaux comme des bétons végétaux banchés, donc exemple Chauchan, parce que c'est ce dont on parle le plus en ce moment. J'utilise sur des bottes de paille. Après, si c'est juste pour une fonction décorative, c'est possible aussi sur ce qui est plaque, donc placo de plâtre, BA13, c'est pareil, pardon, Fermacell, je voulais dire. Après, je l'utilise aussi sur la canisse de roseau, notamment sur des cloisons pour faire voilà, ce que moi je considère être la cloison la plus low cost, écologique possible, c'est celle-là. Là chez moi, je pourrais lever l'écran après, mais j'ai aussi de la canisse au plafond, donc c'est enduit terre aussi sur canisse au plafond. Donc ça, c'est pour la phase enduit ou en consistance humide, on va dire. Après, il y a tout ce qui est lié aux briques de Mmh. terre crue. Donc soit en fabrication, pareil, sur chantier participatif ou artisanal chez soi, c'est les adobes. Ou soit après, pour ceux qui ont une presse, c'est possible en briques de terre compressées. Et l'usage, la différence d'utilisation entre la brique de terre compressée et la brique de terre crue façonnée à la main, on va dire type Adobe, c'est pour quelles utilisations on dissocie les deux? Mais je dirais grosso modo, ça va être des contraintes de mise en charge, de savoir voilà, quelle mise en charge ça va devoir supporter. Une brique de terre compressée supportera plus, à dimensionnement de mur équivalent, épaisseur de brique équivalente, supportera plus de mise en charge qu'une adobe. Voilà. Alors après, souvent les adobes, après elles peuvent être, ça peut être utilisé en porteur, hein, sous certaines conditions. Souvent c'est utilisé en remplissage. Les gens souvent l'utilisent en remplissage sur le même principe qu'un colombage ossature bois, soit qui reste visible ou pas, et dedans on met des briques en adobe. L'intérêt à ce moment-là, parce que voilà, l'équivalent ça pourrait être la même chose avec une ossature bois et un torchis. Quand on a un espace de stockage intérieur, l'intérêt qu'il peut y avoir, c'est de plutôt travailler en phase plus sèche dans le logement plutôt que de travailler en phase humide. Par rapport à ce dont on parlait sur des contraintes et des organisations de chantier, des contraintes de séchage,
voilà, si on a anticipé une production ou qu'on a acheté chez un fabricant des adobes, ça permet d'apporter bien moins d'humidité et donc du coup d'avoir moins de temps de séchage en fait. Alors on va parler un petit peu de l'intérêt de la terre crue en tant que matériau justement pour l'utiliser dans l'habitat. Qu'est-ce que ça apporte? Et puis après on verra aussi peut-être un petit peu les contraintes, les spécificités qu'il faut avoir en tête. Pourquoi la terre crue c'est si intéressant dans l'habitat? Alors je vais commencer avant parce que au-delà de pourquoi elle est intéressante dans l'habitat, même moi ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est sa réversibilité. Et aussi le fait que si on parle à l'échelle de vie d'un bâtiment, alors on ne prend pas forcément en compte et je comprends, aujourd'hui des gens on rénove, on construit, on se dit pas, dans 50 ans le bâtiment il sera démoli ou dans 100 ans il sera démoli. Mais pour moi vraiment le gros intérêt, est d'ordre environnemental par rapport à ça, c'est-à-dire que tout ce qui est terre crue dans un bâtiment aujourd'hui peut être complètement démonté dans 100 ans, remouillé et réutilisé. Et ça c'est, je vais pas dire de bêtises, mais le seul matériau qui permet de faire ça aujourd'hui. C'est ce qui permet aujourd'hui, et ce qu'on fait pas assez, quand on rénove des bâtis anciens dans lesquels il y avait de la terre. Je vois des gens, notamment sur Instagram, qui démolissent des lattibois, des planchers en quenouille pour tout mettre à la décharge. En fait, tout est réutilisable. Voilà. Sauf le bois s'il a pris un peu d'humidité ou qu'il a été travaillé. Donc moi, le vrai intérêt, voilà, à ce niveau-là, il est intellectuel par rapport à ça, c'est de se dire que tout est démontable, récupérable, réutilisable sur place. Et la boucle est bouclée si on a la chance d'être sur un territoire ou un terrain où la terre du terrain est utilisable. Ce que faisaient d'ailleurs nos ancêtres qui n'allaient pas chercher des matériaux à 500 ou 1000 kilomètres, et c'est ce qui fait qu'on a un pays d'une grande richesse sur l'architecture terre et des mises en œuvre très différentes selon les territoires en fonction des caractéristiques des terres locales en fait. Sur cet aspect gisement, justement, quelle est la probabilité que la terre de son terrain soit favorable à une utilisation dans des travaux de construction? Selon toi, est-ce que c'est quand même assez fréquent ou il y a des régions où c'est vraiment compliqué, ça se passe généralement pas bien et que du coup il faut plutôt aller acheter de la terre en sac Là, je connais ailleurs? pas le chiffre exact par rapport à notre géologie nationale. Ça serait intéressant de le demander à peut-être quelqu'un du BRGM ou qui est un peu plus calé Hmm. sur ça. Bah, déjà, on peut intuitivement le savoir de par notre patrimoine architectural. On sait que voilà, on connaît les grosses régions euh, où la terre est prédominante. Après, c'est pas parce qu'il y a pas forcément de terre qu'il y a pas de construction de terre. Tu vois, typiquement, moi où je suis, on n'a pas de patrimoine construit massivement en terre, mais parce qu'on a énormément de pierres. Donc, c'est-à-dire que nous, on peut pas retourner un champ. Moi, typiquement, j'ai pas pu, à part pour définition, éventuellement utiliser ma terre, parce que moi, sur mon bâtiment en botte de paille, j'en consomme quand même beaucoup. Moi, j'ai une terre qui est tellement caillouteuse et tellement collante que ce serait juste un enfer à transformer. Parce que voilà, après, il y a la question de la transformation. On peut avoir quelque chose sur place. Maintenant, c'est quel équipement on a ou quels moyens humains qu'on peut allouer à cette transformation. Et de là, vienne la question de quel temps on a de disponible ou quel argent on a de disponible. Et c'est cet équilibre entre tout ça qui fera dire euh, si on peut ou pas. Moi, typiquement, je peux en prendre pour un peu définition parce que je suis prête à allouer ce temps parce qu'il me faudra moins d'épaisseur. Maintenant, pour de la grosse couche de corps, ce serait juste ingérable tellement elle a de caillasse, quoi. Et après, il faut avoir Hmm. la logistique qui permet de le faire aussi parce que selon une terre très caillouteuse, pour la transformer, c'est quand même bien de passer en phase séchage. Bah, si on a de quoi la broyer et la tamiser. Et donc après, ça veut dire qu'il faut avoir les surfaces nécessaires pour les étaler, pour sécher, pour abriter de la pluie. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, qui font sans difficulté dans des pays méditerranéens, dans le nord de l'Afrique, parce qu'on a des longues périodes sèches sans pluie et de la surface disponible. C'est pas forcément toujours le cas. Si on a sa petite parcelle, je sais pas, de 1000 mètres carrés sur lequel on construit notre maison, euh, ou qu'on rénove, il n'y a pas forcément de l'espace pour stocker tous ces matériaux, quoi. Effectivement, c'est important de le signaler sur les contraintes annexes à l'utilisation d'un matériau
dans une organisation de chantier, parce que bien sûr, ça fait partie de l'équation globale. C'est là où les bras peuvent devenir intéressants. Là, tu vois, un dernier encadrement que j'ai fait, donc nous, c'était dans le Tarn, on fait un chantier, un plancher sur solivage bois en quenouille en terre. Donc, la quenouille en terre, c'est une branche de châtaignier, de chêne, enfin bon, d'un bois dur, qui est enroulé de foin et de terre. On a tout fait avec une terre locale, alors qui venait pas de leur terrain parce que c'était une rénovation, donc il n'y avait pas de terrassement de prévu. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte, hein. Si on n'a pas prévu de construire une piscine ou un bassin ou d'enterrer une cave, tout le monde n'a pas envie de transformer son terrain en un champ de mine pour sortir 7, 8, 10 mètres cubes de terre. Donc là, elles l'ont récupéré sur un chantier qui était à côté de chez elles. Mais pour tout ce qui est préparatif, tamisage, parce que là, on a tout tamisé en phase humide. Donc, on a tout transformé en barbotine dans des baignoires pour tamiser en phase humide. Voilà, c'est des chantiers où on est plus d'une dizaine et où il faut être beaucoup. Après, c'est faisable. Ça a coûté rien en terre, à part la livraison en prenant un camion. Donc, c'est toujours pareil, en fait. Le coût, voilà, le coût qu'on va pas dépenser sur le matériau, il va être en temps de main-d'œuvre. Et alors, quelles sont les qualités de cette terre crue dans l'habitat pour l'occupant, mais aussi pour le bâti en lui-même, parce que ça a certaines propriétés pour la pérennité du bâti? Pour tout ce qui est lié, alors voilà, les deux vont être liés, hein, que ce soit pour l'habitant ou le bâti, ça va être sa capacité de gestion hygrométrique. Donc la terre va avoir la capacité de stocker un excès d'humidité qu'il peut y avoir dans l'air et va être capable de le relarguer quand ce même air sera trop sec. Voilà, peut absorber et relarguer. Où là, je vais quand même mettre un petit peu de warning quand même, parce que c'est aussi ce qu'on dit avec la chaux, et je vois de plus en plus peut-être une erreur d'interprétation ou de compréhension de ce propos par les gens. Ça ne veut pas dire que c'est un matériau qui peut être posé sur des murs humides. Ça ne va pas régler un problème d'humidité d'une eau en phase liquide ou d'un excès d'humidité, en fait. Et ça vaut pour la chaux aussi. Donc ça a des capacités de régulation d'une humidité ambiante, mais ça va pas avoir une capacité à résoudre un problème de fond d'humidité qu'aura le bâtiment. Alors que ce soit une remontée capillaire, que ce soit une infiltration, que ce soit un gros défaut de ventilation, que ce soit des problèmes liés à l'étanchéification avec le ciment. Voilà, c'est pas un remède miracle. Voilà. Ensuite, les propriétés, c'est que ça reste un matériau qui est inerte, sans pétrochimie, qui va pas relarguer ni de solvant, ni de COV. Il y a l'intérêt esthétique quand on aime. L'intérêt aussi, alors après ça dépend des besoins du bâtiment et voilà, de ce qu'il a besoin d'apporter. Ça peut apporter de l'inertie, si on a besoin de rajouter une inertie à un espace, donc ça y contribue. Ça peut aussi contribuer à une amélioration de confort acoustique aussi, donc ça c'est pareil. Ça va dépendre de l'état de départ et s'il y a un besoin d'apporter quelque chose à ce niveau-là, quoi. Et puis ça améliore potentiellement aussi l'isolation ou le confort thermique quand on le mélange avec des fibres végétales. Après, il va y avoir voilà, tous les duos et comment on va la mixer avec ça va dépendre de sa forme de mise en œuvre. Donc après on va rentrer dans tout ce qui peut être terre-paille allégée, on va dire. Voilà, en béton végétal terre-paille peut apporter alors ce qu'on appelle aujourd'hui une correction thermique. Voilà. Ça peut pas porter le nom d'isolant parce que ça a pas la valeur de lambda et de résistance thermique comme un panneau de laine par exemple, mais ça peut apporter une amélioration au niveau correction thermique et couper d'une sensation de paroi froide si c'est associé à à une charge végétale. J'avais envie que tu nous présentes aussi comment on réalise, enfin, succinctement, mais une dalle en terre crue, parce qu'on peut souvent avoir le réflexe de se dire oh, une dalle en terre crue, soit ça va faire plein de poussière, soit ça sera pas solide. Enfin, c'est effectivement, pourtant ça s'est fait beaucoup par le passé, mais ça a un peu disparu. Comment tu Alors procèdes? là, pareil, ça va dépendre de l'état de la situation de départ. Alors déjà, on va rapporter pareil, le petit précision. Voilà, parce que des fois, il y a des erreurs de terminologie, dalle, chape. Là, on est dans la situation où c'est pas porteur. Dans le sens où il s'agit pas de montrer des murs porteurs comme on fait des fois sur une dalle ciment qui a pour vocation à recevoir des murs porteurs. Donc la structure de la maison porteuse sur l'extérieur repose sur ses fondations. Le sol ne portera que
ce qui est lié à la charge d'usage des habitants et éventuellement les cloisons intérieures. Si il y a des endroits dans la maison où il y a une charge vraiment lourde, moi je vois l'exemple de chez moi où j'ai un poêle de masse de 2 tonnes réparti sur un peu plus d'1 mètre carré, j'ai pas mis de dalle en terre en dessous. Je suis en dalle chaud. Voilà. Donc après, ceci étant dit sur la question de la charge, alors soit ça peut s'appliquer sur des maisons sur terre-plein, donc idéalement sur un hérisson ventilé. Ce sera la condition non négociable. Ça peut être que appliqué sur un endroit où on a neutralisé tout risque d'humidité avant. Dans le cas d'une dalle dont on parle de terre crue, donc 100% terre crue, c'est-à-dire non stabilisée. On parle de la terre, on dit de la terre qu'elle est stabilisée quand on va lui avoir ajouté par exemple un liant hydraulique, donc ça peut être une chaux ou un ciment. Donc là, le fait de rajouter un liant hydraulique, on perd tout le côté de la réversibilité. C'est-à-dire que le jour de la démolition, on en revient au même point que avec une chaux, avec un ciment, c'est gravat. Donc idéalement, donc sur terre-plein, avec aucun risque d'humidité où ce risque a été anticipé et géré à l'amont. Alors là, il y a plusieurs techniques possibles selon les épaisseurs qu'on a besoin de mettre et selon les mises en œuvre. Voilà, moi j'ai été formée de base. Les premières formations que j'ai faites sur ça, c'était avec Bill et Athena Steen, qui sont des grands constructeurs terre et paille depuis fort longtemps en Arizona, avec lesquels moi je m'étais formée dans le cadre d'un workshop en Finlande. Et donc voilà, Athéna a cette façon de faire, elle, des sols en terre, où pour sa dalle, elle travaille sur un béton qui est très sec. Donc on parle d'argile et de mélange à béton, hein, donc du sable et du gravier, comme on mettrait en fait, comme on ferait avec un ciment, sauf qu'on met pas de ciment, on met de la terre. Voilà. Et bien compacté et en phase assez sèche. Et damé. Après, il y a l'autre solution où là, on est plus en phase humide et on travaille plus en mode torchis, en fait. T'imagines le torchis du mur, en fait, on le met au sol. Donc après, ça va dépendre, voilà, des contraintes de l'argile, la qualité de l'argile qu'on trouve, des contraintes sur le bâtiment. Est-ce qu'on a des grosses contraintes de séchage? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre 2 mois? Il y a ça. Après, il va y avoir aussi les contraintes d'épaisseur. Voilà. Typiquement, sur un béton avec des graviers, voilà, moi je mettrais pas moins de 10-12 centimètres, là où s'il fallait partir sur un torchis, on pourrait mettre un petit peu moins. Donc ça, dans le cadre en neuf, c'est pas grave, on peut l'anticiper et positionner tout ce qui est seuil de porte, et ça se calcule. Autant en rénovation, déjà tant qu'on n'a pas commencé à décaisser ou à creuser le sol existant, on sait pas ce qu'on va trouver. Et des fois, on n'a pas l'épaisseur suffisante pour permettre un hérisson, des fois de l'isolant pour ceux qui veulent aussi isoler, plus une dalle, plus une chape de corps, plus une chape de finition. Donc moi, c'est la structure de base en général. D'abord une dalle, une chape de corps et après une chape de finition. Dans certains cas, c'est possible de faire sauter une des couches ou de diminuer un peu les épaisseurs quand il y a une contrainte. Mais ça dépend du substrat de départ. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sur terre-plein. Et après, il y a toute la partie sur étage qui peut être fait sur plancher bois. Solide, j'entends, qui se tient. Pas le truc qui fait déjà trampoline avant d'avoir mis... Sur un plancher d'étage stable, c'est possible aussi. Et sur quenouille aussi. Et sur quenouille pour toute la partie sur torchis et sur quenouille, c'est possible aussi. Et est-ce que tu ajoutes des fibres végétales dans ces dalles pour ajouter un petit peu de correction thermique également? Donc, sur tout ce qui est quenouille d'étage, on va dire. Pour tout ce qui est quenouille, ouais. Tout ce qui est quenouille d'étage, c'est forcément fibré. Là, c'est du foin. Et c'est majoritairement du foin. Hein. On met on met de l'argile qu'il faut pour que ça se tienne. Mais l'idée, c'est d'en mettre le moins possible pour aussi alléger les structures. Parce qu'on est déjà sur des sols qui sont très lourds. Donc quand on est en étage, voilà, on essaie de mettre le moins d'argile possible, d'arriver à la limite pour que ça se tienne et qu'il y ait la solidité nécessaire. Après, pour ce qui est du sol, moi, dans la dalle elle-même, non, je travaille que en sable et gravier. C'est pas nécessaire. À ce moment-là, c'est pas nécessaire. Après, je commence à mettre de la fibre dans ma chape de corps. Et après, pour la chape de finition, ça, c'est au choix.
sur les accompagnements que je fais. J'ai des fois des clients qui veulent voir cette fibre, qui veulent voir un peu de la fibre. Donc souvent c'est soit de la paille de blé broyée assez fine, éventuellement de la paillette de lin, moi que j'aime bien parce que pareil, elle est fine, ou un chanvre éventuellement, mais pareil, un plus fin. Mais après ça c'est des choix esthétiques. Et après j'ai d'autres clients, moi qui veulent pas du tout de fibre, donc du coup on fait la chape de finition sans fibre. Mais ça implique un autre travail sur le dosage aussi pour qu'il n'y ait pas du tout de risque de fissuration. Et ça c'est une question de dosage. D'accord. Et comment tu gères la friction, les frottements à la marche? Est-ce qu'il faut être forcément en chaussettes, pieds nus, ou quand on bouge une chaise, qu'est-ce qui se passe? Alors ça va dépendre de la forme des pieds de chaise. Non. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais ça c'est important de le dire. Le sol en terre, il se mérite. C'est pas fait pour tout le monde. On va être très très clair. Moi, je suis pas là pour vendre des sols en terre et que les gens ils soient pas contents après. Donc c'est déjà, on revient à l'amont aux questions qu'on se pose sur ses besoins. Voilà, quels sont nos besoins? Quels besoins d'usage on a? Quels besoins d'entretien on a? Et quel est notre seuil ou pas de tolérance au fait que le matériau il va évoluer dans le temps? Pour moi, je le rentre dans la catégorie, on va dire, des planchers bois en bois tendre, des sapins ou des pins. C'est un sol qui va marquer au poinçonnement. Donc, si tu fais tomber un marteau pile poil d'1,50 m, faut pas se leurrer, tu auras la marque de ton marteau, de la tête du marteau dans le sol. Donc, le poinçonnement, oui, il s'agit pas non plus de rentrer en talon aiguille. Voilà. On fait 80 kilos, on rentre en talon aiguille, le talon aiguille il va poinçonner aussi en fait. Donc moi de base, voilà, c'est pour les personnes qui sont prêtes à pas rentrer en chaussures chez eux, c'est le meilleur moyen de vivre avec. Donc quand on le veut pas forcément sur une maison globale parce qu'on se dit cuisine, parce qu'on se dit qu'on veut pas se prendre la tête avec ça et que ça devienne pas une charge mentale, hein. Comme je dis, le but c'est que sa maison, pour moi, il faut qu'une maison, voilà, soit fluide, que ce soit pas une charge, que l'entretien et le fonctionnement soient faciles, qu'on ne devienne pas esclave de sa maison non plus. Donc voilà, ça c'est des choix personnels. On peut les réserver à une chambre, à une salle de bain, à un endroit où on sait qu'on est généralement, en tout cas moi dans mon style de vie, on est sûr qu'on n'est pas en chaussures. Hmm. Et on peut quand même se faire plaisir à l'avoir sur une pièce, voilà, un petit salon, une bibliothèque où on va lire pour faire un coin coucoune Et par rapport aux tâches à l'aspect nettoyage? il faut que je continue de faire des tests là. D'ailleurs, il fallait que je fasse des échantillons sur tout ce qui était vin rouge, vinaigre et tout. J'avais prévu de faire des tests sur ça. Tiens, ça me fait penser, je vais le noter pour pas réoublier. Alors, la terre, elle est protégée. Alors, il y a plusieurs techniques possibles. Majoritairement, c'est de l'huile. Donc, huile de lin, huile de tongue, jusqu'à saturation. Donc, ce qui fait que quelque chose qui sera renversé et essuyé, entre guillemets, dans la foulée, il n'y a pas de problème, ça tâchera pas. À ceci près qu'il faut que je fasse les essais avec des phases plus acides. J'ai pas testé le vinaigre pour voir, voilà. Ensuite, il y a la possibilité de les peindre. Donc là, on est sur une base huile aussi, avec des peintures qu'on appelle des tempéras. Donc de l'huile et de l'œuf et des pigments. Et de là, on peut aussi changer la teinte parce que c'est souvent une préoccupation qu'ont les gens aussi qui se disent: «Oh oui, mais moi j'ai pas envie d'avoir un sol marron». Voilà, en théorie, grosso modo, tu peux avoir le sol de la couleur que tu veux pour peu que tu le peignes. Et cette peinture contribue à sa protection en fait. Est un élément de plus de sa protection parce qu'on est sur une peinture à huile. Donc d'une pierre deux coups, tu as la protection et tu peux avoir le changement de teinte. Et avec des argiles blanches ou des ocres, on peut aussi avoir Alors un oui, si changement tu de teintes dans la teinte de masse, sol. donc après ça peut être un autre parti pris de teinter dans la masse. Alors moi je travaille pas au sol avec des argiles blanches parce qu'à ce jour, j'en ai pas encore trouvé. Parce que voilà, faut savoir que selon le type d'argile qu'on utilise, il y a des argiles plus fragiles que d'autres. Et notamment au frottement, qui sont plus tendres. Et moi, de mon expérience, j'ai remarqué que les argiles blanches étaient quand même souvent plus tendres que des argiles peut-être plus rustiques, plus jaunes, plus de terroir, quoi. Par contre, rester sur une argile, voilà, plus dans les tons terre, terre d'ombre, terre de sienne. Et là, si tu veux un peu modifier la teinte dans la masse, sur la finition, tu peux effectivement partir avec des pigments naturels, comme des ocres ou d'autres terres pour modifier un peu la teinte. Le seul truc qu'il faut savoir, c'est que ça va quand même te faire consommer pas mal de pigments.
Donc voilà. Après, sur des terres et des ocres, c'est pas des pigments qui coûtent très cher, donc ça peut être un parti pris si on veut garder une finition terre sans avoir, comment dire, le fait de la peindre, tu vas avoir un effet un peu quand même bouche-porc qui va quand même modifier le grain, tu vois, du rendu. Ça sera pas le même rendu. Tu auras quelque chose qui sera peut-être un peu plus laqué, un peu plus smooth, comme on va dire, voilà, parce que tu auras ta laque qui aura bouché un peu des pores. Donc si tu veux garder comme l'effet plus terre, justement, visuellement, ça peut être une option de teindre avec des ocres dans la dernière couche de finition. Alors dans ce cas, si vous voulez le faire, idéalement, là, il faut quand même être très, très, très précis sur ses mesures et sur ses dosages. Alors soit il faut que tu aies préparé tout ton mortier vraiment à l'avance, que tu as calculé ta couche de finition, combien tu en passeras, et tu prépares tout à l'avance. Soit tu es très très rigoureux sur ta pesée, tes mesures et tes dosages, parce que sinon c'est un coup à ce que tu te retrouves avec des différences de teinte. Et ça vaut aussi pour les enduits de finition sur les murs qu'on teinte dans la masse. Euh, la meilleure solution pour pas avoir de problème, c'est vraiment de préparer toute sa quantité en un coup, pour pas avoir des nuances de Hmm. teinte. Ouais, je comprends. Est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres, notamment quelle surface on peut faire par jour avec une personne qui est formée, un artisan, quelle surface de mur ou quelle surface de dalle, combien ça peut coûter à peu près par mètre carré aussi ce type d'ouvrage, et peut-être, et après tu répondras à tout, aussi qu'est-ce qu'il faut avoir en tête aussi comme notion de temporalité par rapport au séchage de ces enduits ou de ces dalles. Est-ce qu'on parle de semaines? Est-ce qu'on parle de mois? Alors bien sûr, ça va dépendre de la météo extérieure aussi, mais peut-être que du coup, voilà, peut-être qu'il faut faire que ces travaux en été parce qu'en hiver c'est trop long. Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu quelques chiffres? On va dire que ça va être ramené à des questions d'épaisseur aussi. Parce que plus tu as épais, plus tu as de matériaux à préparer, donc plus de matériaux à déplacer et plus de matériaux à étaler. Sur l'exemple d'une chape de corps, on va dire autour des 4-5 centimètres d'épaisseur. Je peux le savoir, le réfléchir parce que j'ai fait un chantier il y a pas longtemps, donc je vais me caler par rapport à ça. On était, on va dire, 2,5. Je peux même dire presque 2. On va dire qu'on était 2, dont une personne qui était donc ma cliente, totalement débutante, qui n'avait jamais étalé d'enduit, qu'on peut pas considérer qu'elle a une condition physique de dingo non plus. Pour faire tout son rez-de-chaussée en chape de corps, on va dire qu'on a mis 4 jours, 4 bonnes journées. Ça, c'est dans le temps réel où on a été 4 jours sur place. Maintenant, on a fait des très grosses journées. Donc, on va dire, si tu arrondis, on va plutôt dire 40 heures de travail. Donc, si on va être honnête avec des gens sur des journées normales, on va dire 5-6 jours à deux pour une quarantaine de mètres carrés. 40 mètres carrés, 42, il y avait. Donc, tu peux te dire 10 mètres carrés par jour par personne sur une chape de corps de 4-5 centimètres. Si tu travailles bien au rez-de-chaussée, s'il n'y a pas des escaliers à monter pour approvisionner, si ta terre est prête, sans parler d'une éventuelle préparation de terre, de Hmm. tamisage et tout, je parle de la mise en œuvre pure avec Hmm. éventuellement une petite assistance quand même pour tout ce qui est préparation des mélanges et livraison et approvisionnement. Le 10 mètres carrés, c'est vraiment, je le dis comme ça, mais voilà, ce sera le plus haut que tu feras si réellement tu es tout seul. C'est le genre de chantier où c'est vraiment très très rentable, où vaut mieux être deux. On est bien plus efficace à deux, ne serait-ce que pour gérer la fatigue, parce que on n'est pas productif les 4 premières heures comme les 4 autres heures de la journée. Sur ce qui est du chargement de la bétonnière, brasser le sable, brasser la terre, tu vas l'avoir brassé plusieurs fois selon où tu as ton stock. Donc voilà, donc 10 mètres carrés, c'est le chiffre très optimiste. Et si vraiment tu es seul, tu peux ramener à 8 parce que tu devras gérer ton approvisionnement, ton mélange et ta pause, quoi. Et on est Hmm. sur le même chiffre sur la couche de finition, alors qu'il est beaucoup moins épaisse, mais où, comme il y a tout le travail de lissage à faire, on y passe beaucoup plus de temps, là où la chape de corps, on la dresse et normalement, on s'y éternise pas trop, en fait. C'est de l'étalage de matière, quoi. Et sur de l'enduit mural, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur? Pour des débutants, ouais. Pour des débutants, on sera à peu près sur ça aussi. Pareil, tant que tu es sur du plein pied et que t'as pas des plafonds de 3,50 m, 4 mètres. Après, tout ce qui vraiment Hmm. met le malus sur le rendement, c'est dès que tu es sur les travaux en hauteur. Et pareil, si tu es seul,
qu'il faut que tu livres, que tu charges, que tu montes, que tu rapprovisionnes. La moitié du temps, ça peut être ça, c'est de l'approvisionnement. Donc, dès qu'il y a du monde, ça devient plus flexible, et c'est là où on peut optimiser si on a un bon poseur. Moi, si j'ai quelqu'un qui est avec moi, là, quand mon conjoint vient m'aider, ou parce que moi, quand je fais mes accompagnements sur chantier, sauf rare cas où j'ai vraiment beaucoup de bénévoles, mais en général, je plafonne à 5-6. L'idée, c'est que moi, je puisse mettre en œuvre au même titre que les autres, que je sois pas juste sur le chapeautage. Donc, moi, si on m'approvisionne, sur du mur, sur de la couche de corps, je peux faire 15-20 mètres carrés. Voilà, parce que je vais vite maintenant, parce que voilà, je suis entraînée pour et que c'est ce que je sais faire. Maintenant, quelqu'un qui débute, s'il fait ses 10 mètres carrés, après ça va aussi dépendre du support, de quelle épaisseur on met. Hein. Une couche de corps pareil de 2-3 cm, c'est pas pareil si on doit en mettre 5 d'un coup. Ce qu'on peut faire avec de la terre, hein, qu'on ferait pas avec de la chaux. Attention, mais de la terre, on peut monter une terre qui est bien fibrée, on peut mettre quand même pas mal d'épaisseur d'un coup. Alors là, le temps de séchage, bah, on est sur le plus long de ce qui existe dans l'univers du bâtiment, hein, voilà. Donc ça va dépendre sur quel support on est, la ventilation de la saison et tout. Mais voilà, moi pour donner sur les enduits, voilà, on a une règle de base qui dit 1 semaine par centimètre. Ça, c'est à supposer qu'on soit bien sur un support perspirant des deux côtés. Là où il peut y avoir un petit bémol avec les sols, parce que selon ce qu'on a mis en dessous, donc j'entends par exemple si on a mis une membrane anti-radon, donc une membrane plastique qui fait que le sol va respirer plus que par le dessus, on peut facilement atteindre les 2-3 mois de séchage pour 4-5 cm si ça respire plus, s'il n'y a pas de moyen d'évaporation par le sol en dessous aussi. Et ça peut être aussi comme ça sur des panneaux de liège. Le panneau de liège va pas non plus laisser passer trop l'humidité, ça veut dire qu'on va beaucoup plus, ça va devoir sécher par le dessus complètement, et donc du coup on peut facilement être à 2-3 mois, on va dire conditions normales de ventilation et tout. Donc non, on fait pas ça en plein mois de décembre ou plein mois de janvier, sauf si vraiment on n'a pas le choix, mais on l'anticipe avant pour avoir le choix. On peut chauffer le bâtiment et le ventiler. Mais j'entends ventiler, vraie ventilation, quoi. Pas j'ouvre les fenêtres le matin et je les referme et je les rouvre le soir. Une ventilation permanente, quoi. Ce seraient les seules conditions où ce serait possible. Mais après, le problème, c'est que si on n'arrive pas à faire s'évaporer trop vite et qu'on est sur un mélange qui est fibré, le but, c'est que ça sèche quand même assez vite, assez vite. Je m'entends, à l'échelle de ce que peut faire la paille. Faut pas qu'on arrive au stade où la fibre pourrait pourrir. Après, qu'elle germe, ça c'est possible, ça arrive et c'est vraiment pas grave. Mais faut pas qu'on arrive à un stade où le séchage est tellement lent que ça entraînerait un pourrissement de la fibre. Et c'est le même problème avec tout ce qui est chanvre ou chaud-chanvre aussi. Hein. Si ça sèche pas correctement, on peut arriver à ce stade. Et ça, on le voit, que la fibre pourrit? Alors, il peut commencer à y avoir des odeurs. Après, il y aura déjà des premiers signes avant si on voit vraiment une explosion de moisissure de surface. Déjà, ça peut se dire, bon, est-ce que c'est que la surface ou pas? Après, si on commence à avoir des grosses taches noires, bon, c'est quand même pas très très bon signe. Après, il peut y avoir de la moisissure de surface qui est liée à ce qui se passe à la surface et qui va pas impacter le cœur. Mais voilà, c'est les premiers signes, ça va être les odeurs et les moisissures en surface qui après peuvent impliquer de se dire, bon, on va sonder, on fait un trou et on regarde comment c'est en dessous. C'est ce qui fait que moi, pour la dalle même, qui est plus épaisse, selon ce qu'on me dit, ce qu'on a besoin de récupérer comme hauteur sur les chantiers par rapport au niveau, je mets pas de fibre et que je suis que en sable et gravier. Et ce qui me permet de monter si je mets 15 cm, c'est pas grave. Je sais que je m'inquiète pas, il y aura rien qui moisira dedans, en fait. Tu parlais de faire un sondage pour regarder. C'est aussi, ça me fait penser que ce qui est intéressant aussi dans la terre, c'est que c'est réparable. Oui. On peut tout à fait, quand il y a des fissures, qu'il y a des choses à reprendre. On peut le faire. Alors, que ce soit pour les murs ou les sols, là, quand on parlait des sols, la petite difficulté qu'il y a, c'est comme on va avoir huilé à saturation, ça va impliquer quand même peut-être, poncer, je m'entends, hein, avec un papier de carrossier, grain extrêmement fin, parce qu'on va pas récupérer l'adhérence avec l'huile s'il faut pour faire un raccord. Ça peut se gérer avec quelques retouches. Après, ce qui peut se faire dans le mode de la réparation vraiment d'un impact ou autre, des fois ça va être d'incruster un petit carré de mosaïque ou d'en faire un truc déco, incruster une petite pierre et puis on la met là et ça bouche le trou.
éventuellement, ou passer voilà par des petits subterfuges d'autres, d'en faire un élément de décoration en plus. Ok. Et est-ce que tu as des ordres de grandeur de coûts pour voilà un enduit un peu classique, on va dire, et puis une dalle de terre aussi, même si bien sûr il y a plein de paramètres qui font varier les prix. Sur de l'enduit, allez, si je pars du moins cher, du plus simple, on va dire sur du placo ou une plaque qui est prête, tu dois pouvoir commencer autour des 40-50 euros en une passe, où il y a un peu de préparation de support, mais pas non plus une prépa de dingue, parce que le gros coup reste la préparation souvent des supports. Parce que avant de faire un bel enduit de finition sur une maçonnerie, en général, bah déjà il y a soit le décroutage, le nettoyage, dépoussiérage. Il va y avoir un gouppetit d'une couche d'accroche. Il va d'abord avoir une couche de corps qui va donner la forme au mur, et après il y aura une finition. Donc voilà. Et après on peut facilement atteindre voilà sur un cursus global en partant d'une maçonnerie qui est pas trop dégradée, 120-150 euros du mètre carré. Je pense qu'on arrive dans ces tarifs-là. Et après, la grosse variante, ça va être aussi de quel matériau on va utiliser. Parce que alors autant on peut intuitivement se dire, oui, bah la terre du terrain ne coûte rien, c'est un fait. Mais faut pas que ce soit l'artisan qui vient sur le chantier qui doit faire toute la préparation, parce que sinon ce sera pas, c'est pas rentable pour le client, on va dire. Vaut mieux acheter un sac d'argile prête à l'emploi, sur laquelle il n'y a pas de tamisage à faire, pas de broyage, où il y a éventuellement plus que les fibres ou le sable et l'eau à rajouter, mais pas forcément prendre une terre du terrain. Tout ce qui est utilisation de terre de terrain ne devient rentable que si on l'utilise soi-même. En prestation artisanale, c'est très compliqué d'être, c'est pas possible d'être concurrentiel sur un produit industriel, une argile déjà packagée, quoi. Et alors après pour un sol, bah tu vois le temps que ça prend. Moi le sol en prestation artisanale en terre, j'en ai jamais fait parce que comme je dis, j'ai toujours travaillé seule et du coup c'est invendable. Bah, imagine, tu vois, tu mets 10 mètres carrés, il y a minimum 10 mètres carrés par jour. Voilà. Rien qu'une finition, juste sur une couche de finition, admettons que tu sois, allez, on va dire même juste une couche de corps et une finition, admettons, tu as des gens qui ont une dalle à la chaux. Parce qu'on peut faire une chape de corps terre et une finition terre sur une dalle chaux, à la limite. Une chape de corps finition, laisse-moi faire un calcul à la louche. Pareil, tu sortiras pas en dessous de 150 euros du mètre carré. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il faudrait quand même que quelqu'un aide aussi à l'approvisionnement. Donc après j'ai pas trop de recul parce qu'en France, je connais personne qui s'est trop lancé en prestation artisanale sur les sols terres. Parce qu'on peut soulever un problème qui est ce qu'il est aussi, c'est que, et même moi j'ai pas demandé en artisan qui lancerait, c'est le régime assurantiel. Notamment si on utilise une terre locale ou juste une argile. Voilà, moi les seuls producteurs que je connais, il y a Argilus qui vend des sols terre en big bag préformulés que l'artisan la peut mettre en œuvre. Donc là, ça existe. Il y a des artisans qui peuvent mettre ces produits en œuvre, mais parce que l'artisan, il va aussi se cacher derrière l'assurance de l'industriel qui lui a vendu un produit tout prêt. Donc c'est toujours plus délicat quand on arrive sur tout ce qui est lié à de la formulation individuelle qui est forcément unique quand on utilise une terre d'un terrain en fait. Et après au sol, donc je disais ouais ça. Moi je connais voilà un homologue en Angleterre. Et en Angleterre, il vend, si je dis pas d'erreur, juste la couche de finition pour 2 centimètres sur un support qui est prêt pour de la finition. Je crois qu'on n'est pas loin on doit être pas loin des 200 euros. Je crois qu'il est à 180 livres le mètre carré. Juste pour la couche de finition, non. Pour la couche de finition, enduite, lissée, saturée à l'huile, cirée, avec tout ce qui va avec. Parce qu'il faut comprendre que sur la prestation artisanale, la contrainte qu'on a, donc déjà ça va être le délai de séchage, donc ça va être des chantiers qui sont très étalés. Mais aussi quand on revient après pour tout ce qui est finition, notamment les phases d'huile et tout, il y a des délais de séchage aussi entre les couches. Donc une huile de lin, ça va être minimum 48 heures. Donc ça veut dire se redéplacer sur un chantier pour étaler une huile où ça va prendre peut-être, selon la surface, je dis des bêtises, mais peut-être que 2 heures. Il va falloir repartir, il faut revenir 2 jours après, et il va falloir le faire plein de fois.
Donc, en prestation artisanale, à part d'avoir un artisan qui est vraiment à côté de chez soi, mais ça peut être compliqué. C'est pas rentable financièrement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On peut pas facturer une journée complète pour venir étaler 2 heures d'huile, et pourtant ça va bouffer la journée complète entre l'installation, repartir, le transport, et il faudra le faire plusieurs jours consécutifs. Voilà, tous mes clients qui sont en train là, ceux qui en font, et ben nous là on fait tout en visio. Moi je suis retournée pour lisser avec eux, on a fait le lissage, mais tout le post-traitement, les huiles et tout, ils se le gèrent eux. Et on fait en visio et on voit ce qui va pas, et s'adapter aussi aux contraintes météo par rapport au séchage, parce que sinon ce serait infernal en fait. Et comme je dis, pas vendable, à part si vraiment quelqu'un est pas regardant et qu'il est prêt à payer 600 € ou 700 € son sol le mètre carré, mais il faut rester raisonnable aussi, quoi. Ouais, donc c'est adapté à voilà des systèmes d'auto-rénovation, auto-construction, chantier participatif. Ça, ouais. Comme je dis, après, c'est plus, voilà, il y a une contrainte de mise en œuvre, de délai de séchage et tout qui fait que c'est plus, certains, hein, vont s'y mettre et sont le faire, mais à mon avis, avec, comme je dis, avec des produits comme chez Argilus, qui sont des big bags prêts et qui sont pas formulés, parce qu'il y a ça aussi qui tient en compte, c'est qu'Argilus, c'est pas un sol de terre crue. C'est des bétons stabilisés au plâtre. Donc là, pour le coup, l'artisan, il a pas cette contrainte de séchage. Il revient le lendemain sur son chantier, le sol, il est dur. C'est pas, on immobilise non plus la pièce, où il faut rentrer en pâte souris tout léger. Voilà. Il y a la composition. Mais sur une seule terre crue pure, la seule autre solution qui pourrait exister et qui se fait notamment pas mal en Inde, c'est pour le coup, on fait des sols en adobe. Alors on fait des carreaux comme des carreaux de terre cuite, ou plus épais comme des grosses briques, qu'on laisse sécher dehors, et qu'après on pose comme si on posait une terre cuite, mais on pose des carreaux de terre crue. Donc du coup là on est en phase sèche, à part le mortier de pose, mais du coup ça ralentit, ça peut grandement rétrécir le temps de séchage, mais on se retrouve avec le motif, si on le garde apparent, on se retrouve en motif carreau, donc c'est pas forcément le parti pris ou ce qu'est le choix, mais ça peut être intéressant pour la partie chape de corps. Ça pourrait être une solution, travailler en mode brique adobe pour de la chape de corps, qui fait qu'on gagne en temps, et pouvoir enchaîner plus rapidement la couche de finition. Parce qu'on pourrait faire un enduit de finition, une chape de finition sur des adobes de terre crue au sol. Donc on pourrait avoir une autre gestion de la temporalité à ce moment-là. Voilà, c'est la fin de cette première partie de mon entretien avec Alice. Pour découvrir la suite de notre conversation, et notamment la maison autoconstruite par Alice, rendez-vous au prochain épisode. Vous y trouverez encore plein de conseils, de retours d'expérience et des sources d'inspiration. Je vous donne donc rendez-vous pour la suite de cet échange avec Alice Renaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitat plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.